Je commence, je m'appelle Okéanidia. Okéanidia, c'est un prénom d'origine grecque, puisque je suis une esclave. Alors vous ne devez pas avoir l'image vestimentaire de l'esclave telle que vous me voyez aujourd'hui, puisque je suis ornatrix, je suis une esclave de luxe. Je travaille dans des très grandes maisons. Ma tenue vestimentaire, vous avez entendu notre centurion tout à l'heure, correspond au lieu où nous sommes, puisque nous sommes sur le bord du Limès rhénan, où il fait assez froid. Donc je porte une tunique à manches longues, une tunique cousue plutôt d'influence celtique, et par-dessus, ce qu'on en appelle plutôt une palla, donc un large morceau de tissu replié et attaché avec des fibules. Les fibules, ce sont des petits bijoux que vous avez certainement dû voir en masse dans le musée, que l'on porte à Rome, mais aussi en Gaule. On peut les porter pour fermer les vêtements, pour attacher les différents manteaux que l'on a dans la garde-robe romaine ou gallo-romaine. Au niveau de ma coiffure, elle est très simple et très stylisée du début du 1er siècle, fortement influencée par notre impératrice, Livie, dont l'image nous parvient toujours avec un petit peu de retard, forcément, dans les Gaules, par le biais des monnaies, mais aussi des bustes et de toute l'iconographie qui parvient jusqu'à nous. Je vais appeler maintenant une autre jeune femme qui s'appelle Kinkinata. Kinkinata, c'est un prénom d'origine celtique et qui veut dire qui a les cheveux bouclés. Kinkinata est notre tavernière, elle travaille dans une popina et donc porte plutôt une tenue pratique, une tenue de travail. Elle a à la main une tablette de cire pour prendre la commande de ses clients. Et vous pouvez voir ces différents bijoux, ces différentes fibules aussi, qui traduisent aussi une forte influence de ses origines celtiques, puisque nous sommes très fraîchement romanisés. On peut voir encore à notre époque certaines marques de nos origines, différentes tribus gauloises, mélangées avec des éléments de mode romaine. Par la suite, je vais appeler maintenant une autre jeune fille qui s'appelle Gaia Apollonia. Donc Gaia Apollonia, comme vous pouvez le voir, porte une tenue beaucoup plus sophistiquée que la nôtre, puisque c'est une musicienne qui s'apprête à aller jouer dans une soirée. Donc là, on a un vêtement qui est beaucoup plus romain. Elle a de longues étoffes avec de larges plis. C'est vraiment ce qui fait l'esthétisme de l'époque. C'est l'ajout de couches, l'ajout de vêtements et l'ajout de plis qui fait toute cette masse et qui permet de montrer un certain niveau, un certain statut social. Elle porte des bijoux qui sont des reproductions de Pompéi, ainsi que sur la tête une couronne de fleurs séchées que l'on porte lors des banquets ou lors des différentes festivités. Donc voilà, vous avez devant vous 3 tenues assez différentes, mais qui vous montrent un panel de la mode gallo-romaine pour les femmes à notre époque, donc au tout début du 1er siècle. Maintenant, parole à notre centurion qui va vous présenter la mode masculine, civile, mais aussi militaire. Je vous remercie. Oui, vous pouvez les applaudir, parce qu'il y a quand même un grand travail de recherche derrière. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous savez, quand il y avait un fort romain, qui soit auxiliaire, légionnaire, eh bien il y avait des civils qui s'installaient autour des camps. Et même si on n'avait pas le droit de se marier, il y avait quand même des femmes. Et quand on restait 30 ans au même endroit, eh bien il arrivait qu'on se marie avec ces femmes, et puis qu'on ait des enfants. Voilà. Et tout autour de ces camps, donc dans ces canabae ou dans ces vicus, eh bien il y avait les artisans, puisque l'armée, quand elle se déplace, elle a besoin de beaucoup de choses. Elle a besoin notamment de cuir, elle a besoin de textiles, elle a besoin de plein de choses pour pouvoir continuer à survivre. Et ces canabae et ces vicus donneront plus tard des villes romaines comme la ville de Strasbourg. Voilà. Donc après, les filles, le charme, eh bien nous allons continuer un petit peu dans le civil et nous allons vous parler de Lucius Cornelius. Lucius Cornelius, comme vous voyez, porte une toge, vêtement typiquement romain, voire même gallo-romain par la suite. Cette toge, voilà, ce grand morceau de tissu qu'il porte, eh bien, mesure à peu près 13 mètres. Je ne sais pas si vous voyez, tout à l'heure vous pourrez venir le voir de plus près. Il faut au moins 2-3 personnes pour pouvoir l'habiller. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce Lucius, c'est un chevalier. Notamment, vous pouvez voir qu'il a une bande laticlave sur sa tunique, tout comme moi d'ailleurs. C'est l'insigne du rang des chevaliers.
dans la société romaine, vous avez tout en bas les esclaves, les plébéiens, les chevaliers et puis les patriciens, les nobles. Donc voilà. C'est un ancien soldat, c'est un ancien porte-enseigne qui a servi sur le Limes, qui a servi en tant qu'auxiliaire de l'armée romaine, bien qu'il soit citoyen. Et oui, parce que dans l'armée romaine auxiliaire, il n'y avait pas que des pérégrins, il y avait aussi des citoyens. Et au bout de ses 20 ans de service, il est sorti glorifié, il a atteint le grade quand même de porte-enseigne, hein, donc c'est un grade respecté. Et bien, lorsqu'il est rentré dans le civil, lorsqu'il est revenu dans le civil, eh bien, il occupe le poste que lui a concédé son père. Hein, c'est un riche commerçant. Alors, il garde toujours un petit côté militaire. Hein, je pense que dans sa toge, pour pouvoir se protéger, parce que les rues de Rome ou les rues de certaines villes ne sont pas forcément sûres, donc il porte toujours son petit pouguio, hein, un petit souvenir de l'armée notamment. Et il porte aussi des chaussures de couleur rouge, hein, typiquement des calcilles rouges, typiquement, on va dire, issus de son rang, hein, qui exprime un petit peu sa richesse. Voilà. C'est un homme d'affaires maintenant. C'est un ancien soldat, un ancien auxiliaire, donc, hein, qui est devenu un homme d'affaires, tout simplement influent dans sa ville. Merci Cornelius. Vous pouvez l'applaudir, il adore ça. Hein. Pas trop, parce qu'après, ça gonfle. Alors après, on va vous parler d'un soldat. On s'est inspiré pour pouvoir, ce jeune homme là que vous voyez, s'est inspiré notamment d'une statue qu'on a retrouvée, qui est exposée en ce moment au musée d'Avignon, et qui s'appelle le guerrier de Vachère. Alors cette statue, elle est assez anecdotique, puisque on ne connaît pas, il n'y a pas de nom, on ne sait pas qui c'est, on sait juste... On pense que c'est soit un Romain, soit un Gaulois, hein, puisqu'il porte un torque, c'est le cas ici, il porte un torque, et il a une cotte de maille qui est très visible, qui est vraiment très bien réalisée sur cette statue, et donc elle est datée à peu près de l'époque de 30 avant Jésus-Christ, de 20-30 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'époque d'Auguste. Donc nous, à Via Romana, et certains historiens pensent que tout simplement que ce guerrier de Vachère est un des premiers auxiliaires qui va s'engager dans l'armée romaine. C'est un Gaulois qui s'engage dans l'armée romaine. Auguste, après un siècle de guerre civile, va se retrouver à la tête d'un empire immense, et surtout il se retrouve à la tête de 60 légions et de autant de mercenaires. Donc il va garder ces légionnaires, qui eux, je vous le rappelle, sont citoyens romains, et ces mercenaires, il va en créer un nouveau statut, il va les appeler les auxiliaires de l'armée romaine. Tout simplement que, comme les légionnaires, ce sont des soldats qui sont professionnels, puisque l'armée romaine est professionnelle, mais la différence, surtout au départ, ça va être que, comme vous l'avez compris certainement, que les légionnaires, sont nés à Rome, sont nés en Italie, ils sont citoyens romains, tandis que les auxiliaires, eux, ce sont des pérégrins, c'est-à-dire ce sont des non-citoyens, qui s'engage dans l'armée romaine pour 25 ans. Le légionnaire romain, lui, fait entre 20 et 25 ans. Mais l'auxiliaire, lui, fait 25 ans. Au bout de ces 25 ans, on va lui décerner un diplôme. Ça, on en a retrouvé plein au niveau archéologique, un diplôme qui institue le fait qu'il devient citoyen romain. Donc nous, à Via Romana, le premier soldat gaulois, un des premiers qui s'est engagé dans l'armée romaine, c'est ce fameux guerrier de Vachère que a soigneusement reconstitué notre ami Gabrielus ici présent. Vous voyez qu'il porte un casque de type vraiment gaulois, puisque c'est le casque de type porc, ce casque notamment, qui est inspiré par la suite les légions romaines, ou les auxiliaires de l'armée romaine, qui vont porter des casques, comme vous allez le voir après, impériaux-galliques. Impérial comme Rome, et puis gallique comme gaulois. Et oui, parce que le casque romain est d'origine gauloise, tout simplement. Alors, on a parlé du torque, vous voyez aussi qu'il porte un joli manteau, très joli manteau, très coloré. Un seillon, c'est ça monsieur, un seillon, et ça, il tient à son seillon. Le seillon, c'est un manteau typiquement gaulois. Donc vous voyez que il s'engage dans l'armée romaine, mais il garde aussi son petit côté gaulois, un peu comme les civils de tout à l'heure. Il porte aussi une cotte de maille, la lorica amata en latin. Alors, la lorica amata, à votre avis, qu'est-ce qu'il a inventé, la lorica amata? Il y en a qui savent? Les Gaulois! Eh ouais, encore une fois, 4e siècle avant Jésus-Christ, les Gaulois inventent la cotte de maille. Les Romains, voyant cette protection assez sûre, se l'approprient et l'intègrent dans leur rang. Ce soldat porte aussi, regardez bien, à sa taille, un kingulum, c'est-à-dire
un ceinturon, mais il porte une épée, n'importe quoi, pas une épée, un glaive bien sûr, à notre époque, on porte pas d'épée, on porte un glaive, mais une épée, regardez bien, qui est à la fois romaine, de par son fourreau et de par sa lame, mais qui porte notamment au niveau de la poignée, qui porte vraiment une insigne gauloise. Voilà, c'est vraiment typiquement gaulois. Et ça, c'est ce qu'on appelle les arcs de transition entre l'épée gauloise et le glaive romain. On en a retrouvé au niveau archéologique une certaine quantité, c'est-à-dire au moins une vingtaine comme ça. Donc notre guerrier qui passe, on va dire, de son côté gaulois vers le côté romain, qu'on appellera plus tard un gallo-romain, a des armes en fait qui sont adaptées à ses conditions, à ce qu'il est réellement. Il porte aussi un bouclier qui a été directement inspiré du bouclier de Vachère, enfin du morceau de bouclier qu'on voit sur le guerrier de Vachère. Vous voyez que c'est un bouclier donc qui a des épizèmes. Les épizèmes, ce sont les dessins qui sont dessus, qui sont directement tirés de l'arc de triomphe d'Orange, dans le sud-est de la France. On ne fait rien au hasard. Il porte une lance aussi, une lance typiquement gauloise, typiquement qui seront intégrés dans l'armée romaine. C'est un soldat qui est chargé d'aller percuter l'ennemi, d'accord? Il percute l'ennemi directement, et une fois qu'il s'est servi de sa lance, il peut se servir de son glaive et de son bouclier. Notre soldat ici aussi porte des braies qui sont typiquement gauloises, que l'armée romaine va prendre par la suite, parce que lorsqu'on sert sur le Limès, en Allemagne par exemple, à Mainz, à côté de Mayence, lorsqu'il fait moins 20, moins 30 degrés, on est bien content d'avoir des manteaux, des braies, des chaussettes et des gants. On en a retrouvé des quantités quand même assez conséquentes dans les fouilles archéologiques, notamment sur le mur d'Adrien. Donc voilà pour notre soldat, il porte bien sûr des chaussures typiquement gauloises, cloutées, qui ont servi dans l'armée romaine. Voilà pour ce soldat de transition. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il a fait un bon boulot de recherche. Même un article qui est paru dans les magazines. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on a un personnage, comme vous l'avez compris, on se crée un personnage, on fait des recherches derrière. Donc des recherches par rapport socio-littéraires et des recherches, bien sûr, par rapport archéologique. Voilà, donc c'est un sacré boulot qui fait en amont. Alors, on a vu le premier auxiliaire, nous sommes vers moins 30, moins 20 avant Jésus-Christ, donc l'époque d'Auguste. Et nous allons passer maintenant à un soldat, à un légionnaire romain. Clémence. Voilà, un légionnaire romain. Donc lui, le légionnaire romain, il est citoyen romain. Il est né à Rome, il est né en Italie. Ce soldat romain, ce légionnaire... Alors lui, c'est vraiment typiquement le légionnaire. Lui, vous voyez qu'il a un bouclier, ce qu'on appelle le scutum, un bouclier en forme de tuile. Alors comme vous allez le voir par la suite, n'allez pas imaginer que tous les légionnaires, voire même les auxiliaires, portaient ce fameux scutum. D'accord ? Les historiens pensent à l'heure actuelle que ce fameux scutum n'équipait qu'une seule catégorie de légionnaires, notamment ceux qui étaient chargés d'aller saper les murailles, d'aller saper les portes des forteresses ou des villes assiégées, tout simplement pour faire la fameuse testudo, la fameuse tortue. Les épizèmes qu'il y a sur ce bouclier sont directement inspirés de l'arc de la colonne Trajane, d'accord, donc qui est daté de 110 à peu près après Jésus-Christ. Et il porte un casque. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé du casque de type porc. Et bien là, lui, il porte un casque. Le casque a énormément évolué depuis le casque gaulois. Lui, il porte un impérial gallique. Vous voyez que le casque a beaucoup évolué. Notamment, il a des protège-joues beaucoup plus importantes. Une partie métallique qui protège des coups de taille, c'est-à-dire des coups qui viennent du haut vers le bas au niveau du front, au niveau frontal. Et derrière, un protège-nuque très développé. Alors, ce qui se met en position de combat, Mélites, il a lancé son pilum, il sort son glaive, Ascuta. Voilà, il est en position de combat. Dès qu'il est en position de combat, vous pouvez voir, il a des copains devant lui, des copains à droite, des copains à gauche, des copains derrière lui. C'est une véritable ligne. Généralement, les Romains travaillent sur un triple axex, sur 3 lignes. Lui, il va aller, une fois qu'il a lancé son javelot, il va aller percuter l'ennemi et il va les piquer avec son glaive. Milites, pugnate! 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 Voilà, toujours ce geste-là, on pique avec le glaive. C'est pas une épée, on pique avec le glaive. 5 cm, pas plus dans la chair, sinon la glaive reste dans la viande, et on n'a plus de glaive, on peut plus s'en servir. Vous voyez, ce soldat est toujours, gladius condite, ce soldat est toujours protégé par une cotte de maille,
Il porte aussi un kingulum avec un tablier. Le tablier, c'est ce qui pendouille. Alors, n'allez pas imaginer que ça sert de protection. Ça protège rien du tout. C'est juste pour faire joli, c'est juste pour faire du bruit. L'armée romaine est une armée bling-bling. C'est une armée qui aime se faire entendre, qui aime se montrer. C'est une armée, si on peut éviter le combat, c'est d'autant pas plus mal, puisqu'après tout, comme je vous l'ai dit, ce sont des professionnels. Donc, ce sont des soldats qui sont durement entraînés. Ce sont des soldats qui ont des années et des années d'entraînement. On ne les sacrifie pas inutilement au combat. Donc, si on peut impressionner, et c'était le cas à cette époque, contrairement à aujourd'hui, on aime se camoufler, on doit se camoufler, à cette époque-ci, eh bien, on aimait se montrer. Plus on brille, plus on a de matériel, plus on est riche, plus on a un statut élevé. Tout simplement, y compris dans l'armée. Merci, Clémence. Vous pouvez, bien sûr. Bon. Maintenant, nous avons 2 soldats auxiliaires de l'armée romaine. 2 soldats de l'armée auxiliaire de l'armée romaine. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que ces soldats n'étaient pas citoyens romains, du moins au départ, et ce sont des pèlerins. Et alors regardez bien, est-ce que vous voyez les différences d'équipement entre un légionnaire et un auxiliaire? Tiens, Clémence, Coronité, reviens. Ah oui, dans l'armée romaine, on s'adapte. Oui. Voilà, est-ce que vous voyez une différence? Ils portent tous un casque, différent, normal, dans l'armée romaine, surtout à cette période-là, au 1er siècle après Jésus-Christ. Quand vous voyez dans des péplums des soldats qui ont tous le même uniforme, qui ont tous le même casque, eh bien ça n'existe pas. Ils ont tous des casques différents. Les casques sont faits carrément à la tête du client par les artisans du Vicus, du village qui est à côté des camps. Ils portent tous une cotte de maille. Ils portent tous un bouclier différent. Là, vous avez 3 types de boucliers. On a parlé du bouclier en tuile, on a parlé du bouclier, on n'a pas parlé, mais on en parle maintenant du bouclier hexagonal, toujours réalisé d'après un des boucliers qui est sur l'Arc de Triomphe d'Orange, et un parma, un grand parma, un bouclier ovale. Voilà, ces 3 boucliers, ce sont les principaux boucliers qui équipaient l'armée romaine, que ce soit des légionnaires ou des auxiliaires. Merci. Et revenons à nos auxiliaires. Nos auxiliaires, vous voyez que contrairement aux légionnaires, le légionnaire, lui, porte un pilum, un javelot. Nos auxiliaires, eux, c'est une armée lourde aussi, mais ils portent des lances. Ils portent toujours un glaive, ils portent toujours un kingulum. Le kingulum, c'est l'emblème du soldat romain, qu'il soit légionnaire ou auxiliaire. De l'armée romaine, c'est une armée puissante, c'est une armée très disciplinée, mais c'est une armée aussi où il y a énormément de récompenses, mais il y a aussi énormément de punitions. Et une des punitions pour les soldats consistait à en retirer le kingulum du soldat et à le passer devant la tente, notamment du centurion, à attendre avec un morceau de bâton tendu bien droit par la main. Et je peux vous dire que ça fait très mal. Et surtout, il est humilié, parce que ce qui différencie le soldat, le soir, quand il va dans les Canabae, quand il a fini son service, il sort pas avec son casque, ni avec son armure. Il sort avec sa tunique, et il sort avec son kingulum. C'est ce qui le différencie du civil. Donc il en est fier. C'est bien pour ça que les kingulums sont très richement décorés de plaques. Ça montre aussi sa richesse. Dans l'armée romaine, il y a une trentaine de grades comme ça. Alors, vous imaginez, trentaine de grades, ça veut dire une trentaine de soldes différents. C'est comme ça qu'on s'enrichit dans l'armée. Donc, des auxiliaires, certains portent un casque en bronze, toujours l'impérial gallique d'origine gauloise qui, lui, est en fer. Ces 2 casques vont continuer d'exister, de cohabiter ensemble pendant à peu près 2 siècles. Il y en a un qui est entièrement équipé pour la marche. Il porte ce qu'on appelle ces sarcinae. Les sarcinae, eh bien, c'est le pactage du soldat romain. Il va faire par jour 35 km. 35 km. Là, il porte à peu près sur lui une 50aine de kilos. Ce sont des professionnels. Jules César, pendant la guerre des Gaules, va obliger ses soldats à faire 60 km par jour. 60. Là, c'est du marche ou crève. Si les soldats ne suivent pas, c'est pas grave, ils meurent. On les laisse tranquilles. Voilà, les Sarcinae, il faut savoir que depuis l'époque de Marius, donc l'oncle de Jules César, au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, eh bien c'est ce grand général qui va décider que tous les soldats devront être autonomes et porter leur pactage. Ces soldats, c'est tellement lourd qu'on les appellera les mules de Marius. Messieurs, merci.
Milites. Alors, milites en latin, ça veut dire soldat. Alors, celui-ci, il est un peu différent, vous voyez, il est équipé de façon plus légère. Il porte un subermalice, c'est la protection en cuir. Il porte toujours un glaive, bien sûr, ça c'est l'emblème du soldat romain aussi, qui sont légionnaires auxiliaires. Et il porte toujours ce kingulum. Il porte un casque en bronze de type colus. Il porte aussi, tiens, un bouclier un peu différent des autres. Ouais, vous voyez, un 4e bouclier. Vous voyez, une diversité dans l'armée romaine. Et ce bouclier-là, c'est un bouclier qui a été reconstruit, reconstitué, puisque c'est notre boulot, la reconstitution, eh bien, qui a été reconstitué d'après un bouclier, d'après les morceaux d'un bouclier qu'on a retrouvé, en foutu état, pas en bon état, à Doncaster, en Angleterre. Ouais, vous savez, les archéologues, ils ont la manie de nommer leurs trouvailles, leurs objets, leurs artefacts, ils les nomment en fonction de les villes ou de la région où ils la trouvent. Et bien celui-là, il a été trouvé en Angleterre, à Doncaster. Alors il a une particularité bien précise, ce bouclier, c'est qu'il a un manipule vertical. Alors que les autres ont un manipule, messieurs, horizontal. D'accord? Notamment, ce sont des boucliers, comme il vous l'a montré tout à l'heure, comme vous l'a montré le légionnaire, c'est des boucliers qui sont faits pour aller percuter l'ennemi, dans le contact de l'ennemi. Lui, son rôle, vous voyez qu'il est équipé de plusieurs javelines, c'est un tirailleur. C'est un soldat qui est chargé, qui est légèrement en première ligne, il a une grande mobilité, et il est chargé d'aller harceler l'ennemi, d'aller déstabiliser l'ennemi avant que l'armée lourde n'intervienne. Donc il porte un bouclier dit de Doncaster. La reconstitution au départ à Via Romana, pour ceux qui nous connaissent, on avait des boucliers plats de Doncaster. Or, d'après les dernières trouvailles et d'après les nouvelles réflexions, eh bien ce bouclier serait légèrement conquis. Voilà. Donc, on l'a adapté. C'est aussi dans la reconstruction historique, quand rien n'est jamais sûr, rien n'est jamais certain. Quand on a des nouvelles trouvailles ou de nouvelles réflexions, eh bien on s'adapte. Merci. Un autre soldat, vous voyez, là il est un peu comme moi, en tenue de camp. C'est-à-dire qu'en tenue de camp, on ne porte pas nos casques, ni nos cuirasses. On porte uniquement nos tuniques, nos sagoums, c'est-à-dire le manteau, le glaive, bien sûr, et le pugio, c'est-à-dire le petit poignard, qui est sur le côté gauche. Voilà. Lui, ce soldat-là, vous voyez, il porte une petite boîte, voilà. Une petite boîte où il y a tout pour écrire, tout simplement, voilà. Donc, il y a des tabulae pour pouvoir écrire, des tablettes en bois. Ah ouais, des tablettes en bois. Alors lui, son rôle, c'est non seulement de faire la guerre, c'est un soldat, mais son rôle, c'est d'être administratif. Parce que dans l'armée romaine, on marque tout, on écrit tout. C'est bien pour ça qu'on a énormément de témoignages sur l'armée romaine et qu'on est là aujourd'hui pour pouvoir le raconter. Il écrit tout, on a aussi ainsi retrouvé des tabulae, des tablettes en bois en Angleterre, à Vindolenda. Et ces tablettes nous sont revenues jusqu'à nous, tout simplement parce qu'un camp itinérant romain, lorsque les Romains mettaient en place un camp itinérant, lorsqu'ils s'en allaient, ils brûlaient tout. Et comme vous le savez, il n'y a pas d'anglais parmi vous, parce que je ne veux pas me faire d'ennemis. Comme vous le savez, en Angleterre, il fait toujours beau. Il fait toujours beau. Un manque de chance, le feu, la pluie est tombée, le feu s'est éteint, et puis pour les archéologues, 2000 ans plus tard, ça a laissé bien enterré ces tablettes en bois. Et pour nous, c'est une foule de renseignements, puisque dans l'armée romaine, tout est noté. Les heures de garde, les punitions, les récompenses. On a comme ça des véritables livrets militaires. Les gens qui sont malades, les soldats qui sont morts, le ravitaillement, tout est noté dans l'armée romaine. Tout est noté. C'est vraiment l'origine de notre administration. C'est pour ça qu'on a autant de détails, c'est pour ça qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on peut en parler. Voilà, alors notamment, tous les soirs, il est chargé, dans l'attente notamment du centurion, d'écrire et de faire le rapport. Tous les soirs, le centurion fait son rapport qu'il va envoyer par estafette au préfet qui est dans un camp un peu plus avancé. Voilà, tout est noté. Merci. Vous pouvez remarquer au passage sa tunique. Sa tunique typiquement gauloise. C'est un Gaulois qui s'est engagé dans l'armée romaine. On garde quand même ce côté technique.
Alors passe le temps, hein, 2 siècles de paix romaine, qu'on appellera la Pax Romana. Enfin, la Pax Romana, c'est relatif hein, quand même. Hein. Il y a quelques escarmouches, notamment au niveau de la frontière. Hein. Tout est relatif. C'est très politique. Hein. Auguste l'a appelé la Pax Romana. Les historiens l'ont appelé la Pax Romana, mais bon. Il y a quand même de temps en temps quelques batailles, il y a quand même quelques guerres, et surtout des guerres civiles, où les soldats, s'enhardissent, où père et fils se tuent, où les frères se tuent entre eux. Notamment pendant l'année des 4 empereurs, après le meurtre, après l'assassinat de Néron. Donc là, on arrive au 3e siècle après Jésus-Christ. Vous voyez que le soldat romain va évoluer. Il porte toujours un parma. Le parma, c'est le bouclier, richement décoré. Il porte toujours une cotte de maille, mais là, on lui a pas mis de cotte de maille, tout simplement pour vous montrer la tunique. La tunique commence à évoluer. Et oui, au contact des peuples germains, en Occident, et au contact des peuples orientaux, comme en Orient, eh bien, les équipements, la mode change. Hein. La mode d'aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 20 ans chez nous. Ah, chez eux, c'est pareil. Alors imaginez, en 2 siècles, comment elle a évolué. Beaucoup de blancs dans l'armée romaine, c'est ce que nous laissent les écrits. Le kingulum, vous voyez, a beaucoup changé. Le kingulum n'a pratiquement plus de plaques. Hein, c'est juste une ceinture avec un grand pendant. Hein, le soldat en est toujours aussi fier, c'est toujours son emblème, c'est toujours ce qu'il fait qu'il est un soldat par rapport au civil. Mais il a beaucoup évolué, notamment au contact des Germains, d'accord, au niveau du peuple en Germanie, voilà. Il porte, et vous voyez que la tunique commence à évoluer. Elle a des dessins rouges notamment, hein, dessus. Et vous verrez tout à l'heure, au niveau du 4e siècle et 5e siècle, elle va vraiment devenir tout à fait différente. Les manches longues, les braies, beaucoup de soldats sont comme ceci en blanc. Alors, évidemment, ils portent une cotte de maille, mais certains soldats, et suivant les occasions, hein, ne portaient plus de cotte de maille. Certains ne portaient plus de cotte de maille. Le casque a beaucoup évolué, regardez-le. Ça, c'est le casque dit de Niederbiber. Le casque de Niederbiber, on en a retrouvé quelques exemplaires. C'est un casque, vous voyez qu'il y a des protège-nuques, un protège-nuque hyper développé par rapport aux autres casques. On a fermé les oreilles, on a des protège-joues très importants, et surtout on a des renforts au niveau du front. Des renforts au niveau du front, parce que tout ça c'est hérité des guerres contre les Daces. D'accord, contre les Daces, notamment où les Daces avaient un armement, avaient une arme qui était comme une grande faux, ils s'en servaient à 2 mains et ils venaient fracasser les casques en 2, tuant le soldat bien sûr. L'armée romaine, comme d'habitude, s'adapte au combat, l'armée romaine, comme d'habitude, s'adapte à son ennemi, et elle va rajouter ces renforts que vous voyez sur, sur le crâne, sur le dessus du casque. Voilà pour le soldat. Alors, chose très importante, hein, c'est que le soldat romain, qu'il soit légionnaire et auxiliaire, hein, je vous rappelle quand même qu'en l'an 212 après Jésus-Christ, Caracalla décide que tous les habitants de l'Empire sont citoyens romains, donc il n'y a pratiquement plus de troupes auxiliaires, ce sont que des troupes légionnaires, on appellera les auxiliaires, mais non pas par rapport au statut entre un pèlerin ou un citoyen, mais uniquement en fonction de leur mission et de leur fonction. Les auxiliaires étant chargés de tous les temps, dans tous les temps, de veiller, de surveiller la frontière, les légionnaires, eux, sont beaucoup plus en retrait. Ils portent maintenant, au côté gauche, non plus le glaive qu'ils portaient avant au côté droit, ils portent la spata. La spata, c'est une épée. Tout simplement parce que les techniques de combat changent, on n'en arrive plus à... on ne se bat plus au corps à corps, on se bat beaucoup plus à distance. C'est toujours une arme des stocks, mais on s'en sert aussi de taille. Il est équipé d'une lance aussi, et c'est là que réapparaissent, en beaucoup plus grande mobilité que les phalanges grecques, que réapparaît dans la façon de se battre les Romains, la phalange. Milites, merci. Arrivent les temps incertains, à savoir que là, le soldat que vous avez vu du 3e siècle, ça a été des années d'anarchie. Hein, en quelques années, 30 empereurs se sont succédés. Les caisses de l'Empire sont vides, donc on s'en ressent notamment. Ça se ressent au niveau du comportement des soldats qui ont plus l'habitude de se battre entre eux dans des guerres civiles, que d'aller combattre l'ennemi. Et les ennemis, bien sûr, au contact des Romains pendant 3 siècles,
ont appris à se battre et ont transformé aussi leur méthode de combat. Ils ressemblent de plus en plus à des armées romaines en face, notamment chez les Germains. Arrive un moment donné où un empereur qui s'appelle Aurélien va commencer à faire évoluer un petit peu l'armée. Et puis, à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, arrive un empereur qui s'appelle Dioclétien, qui va réformer entièrement l'armée. Ce ne seront plus des grandes légions, comme autrefois, de 5000 hommes, ou des cohortes auxiliaires de 500 hommes. Ce seront carrément des petites légions de 1000 hommes. De 1000 hommes tout simplement pour pouvoir se déplacer plus vite. Les invasions barbares sont là, et les barbares ont l'habitude de bouger vite, ils ont la bougeotte. Vont de ville en ville, les pilles, il lui faut des armées, une armée notamment au niveau des fantassins, des armées très mobiles. C'est là aussi que la cavalerie va commencer un petit peu à exister. La cavalerie romaine était assez importante pendant les 2-3 premiers siècles après Jésus-Christ, mais elle va s'agrandir notamment au 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ. Les casques que vous voyez, que vous avez vus avant, étaient fabriqués par des artisans, on l'a dit, pendant les Canabeus ou dans les Canabites ou dans les Vicus. Et ils étaient fabriqués par les artisans, maintenant ils sont fabriqués en Syrie, dans les fabricae. Ce sont des casques composites. Vous voyez que le casque n'a pratiquement plus rien à voir. Tout à l'heure, vous viendrez le voir, vous les verrez de près. Ils sont des casques composites, donc composés de 2 parties, qui sont rassemblées. C'est des casques bien sûr beaucoup moins performants que les casques d'autrefois. Il faut les fabriquer en Syrie tout simplement pour être rapide, parce qu'il nous faut des armées rapides, et il nous faut rapidement, on embauche, on recrute énormément, on a du mal à recruter, c'est notamment pour cette raison que l'on recrute aussi des barbares. C'est notamment pour cette raison qu'on recrute des barbares. Il porte, vous voyez, toujours la spata du côté gauche. Vous remarquerez que sa tunique est richement décorée, très richement décorée. De plus en plus, on se dirige vers des tuniques comme on voit chez les Coptes, chez les Romains d'Orient, chez les Romains égyptiens. Les tuniques sont richement, très richement décorées. Il porte un kingulum toujours, mais un kingulum, je ne sais pas si vous voyez bien, un kingulum qui est vraiment issu des tribus germaniques. Il a un kingulum qui a été fait, qui a été réalisé, d'après notamment se retrouver chez les Germains. Il y a de plus en plus de Germains dans l'armée romaine, surtout en Occident. Il porte toujours une lance, il porte toujours sa spata, bien sûr, un peu plus longue, ça s'est encore allongé. Et vous voyez que le bouclier qu'il porte est un bouclier lenticulaire, qui n'existait carrément pas des autres siècles. Les techniques de combat changent et évoluent. Et lui, il porte le bouclier dont les épithèmes sont ceux des Iovani Ioneres. C'était une unité palatine, donc une unité d'élite, qui a servi au 5e siècle, notamment en Orient. Vous voyez? Alors comment on connaît les épithèmes de ce genre de bouclier? Tout simplement parce que on a un grand témoignage de la Notitia Dignitatum qui nous est resté grâce notamment à un moine du Moyen-Âge qui nous a restitué un document romain où toutes les unités de l'armée romaine du 5e siècle après Jésus-Christ sont représentées d'après leur bouclier. Merci.